bien sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayoka. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ce... Il parcourt la France depuis le 6 juillet 2012. Ce sont Abel Naki et son équipe de la Caravane de la Liberté. Une initiative du CRI panafricain, entendue au Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine, basé à Paris. Leur périple les a conduits d'abord à Lille, dans le nord de la France, puis à Caen, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et aujourd'hui à Strasbourg. Ce qui représente, calculatrice en main, 3363 km de route, soit 31h28 de conduite. Ça fait un moment que vous êtes en tout cas en route. Vous êtes à quel niveau maintenant? À quel stade de la Caravane de la Liberté? En tout cas, nous sommes au milieu de la Caravane de la Liberté. Après la première étape, donc, qui concernait Lille et Caen, nous avions fait un break à Paris et nous avons entamé la deuxième partie, la partie la plus longue de la caravane. Donc nous avons fait depuis le mercredi dernier 11 juillet 2012, nous avons fait Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et là nous sommes en route pour Strasbourg. Et après Strasbourg, nous faisons un break encore sur Paris avant de repartir le 21 juillet 2012 à Nantes. Alors pour Nantes, je voudrais en tout cas mobiliser tous les Ivoiriens de Paris, des alentours de Paris, tous ceux qui sont dans les alentours de Nantes, dans la région de Nantes, qu'ils se déplacent massivement le 21. Parce que le 21, ça a double sens. Le premier sens, c'est que c'est le passage de la Caravane de la Liberté. Mais le deuxième sens, c'est que cette ville-là est la ville du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On va dire à Jean-Marc Ayrault, lui rappeler que s'il est Premier ministre aujourd'hui, c'est grâce à l'apport des Africains citoyens français que nous sommes. Donc, il faut qu'il écoute nos revendications. Il faut même qu'il soit là, qu'il soit présent. Parce que nous avons déposé une motion, à la mairie. Et comme il est encore maire de Nantes, ce serait bien qu'il puisse nous recevoir dans son bureau. Voilà un peu la suite de la caravane. Et après Nantes, la dernière partie en province, c'est Nice. Donc Nice dans l'extrême sud de la France, où les Ivoiriens, donc le CRI panafricain de Nice est en train de se mobiliser. Nous allons avoir là-bas un très grand meeting, ce sera le 30 juillet, c'est un dimanche. Donc je demande à tous les Ivoiriens aussi de nous rejoindre à Nice le 30 juillet pour boucler en tout cas toutes les villes à l'intérieur de la France, pour que le 11 août prochain, l'étape de Paris soit l'apothéose de toute la caravane de la liberté, en tout cas l'étape de la France. Parce qu'il faut savoir que après la France, nous allons attaquer les pays européens et nous allons, en tout cas les grandes capitales, pas tous les pays. Quand je parle des pays européens, je parle de Rome, l'Italie, là où il y a le pape. Je veux parler de l'Allemagne à Berne ou non pas à Berne, comment on appelle, Berlin ou une autre capitale, grande capitale de l'Allemagne. Je veux parler de Bruxelles où il y a le Parlement européen. Je veux parler de la Grande-Bretagne. Hein. Donc on va cibler 3-4 pays et après ça, la caravane va descendre en Afrique. Et nous allons commencer par le Maghreb et descendre tout doucement vers la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que la caravane arrive à Abidjan. Voilà.
Après donc avoir convaincu les autorités locales françaises, la Caravane de la Liberté est au cœur des grandes institutions européennes. Ici, nous sommes devant le Conseil de l'Europe. Et pour la première fois, dans l'histoire de cette institution européenne, une manifestation est autorisée à l'entrée du bâtiment. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui visitent le Conseil européen. Nous sommes à Strasbourg, dans le cadre de la Caravane de la Liberté. Caravane que nous avons instaurée afin que justice soit faite en Côte d'Ivoire, où il y a eu des élections et où les droits de l'homme ont été bafoués, où en ce moment il y a des prisonniers politiques. Et nous savons que dans tout pays où il y a des prisonniers politiques, cela signifie qu'il y a un régime dictatorial. Cela signifie qu'un dictateur est à la tête de ce pays. En Côte d'Ivoire, il y a eu un contentieux électoral entre M. Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara a demandé, exigé qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire au lieu de récompter simplement les voix. Chose que le président Laurent Gbagbo a demandé à la communauté internationale et que la communauté internationale n'a pas considéré. Cette communauté dite internationale a soutenu qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire et donc elle est coupable des crimes, des exactions, des morts, des tueries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Libérez Gbagbo, 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 assassin, Ouattara, assassin, Ouattara, assassin, Ouattara, Ouattara, assassin. Suis là pendant. Après une courte marche, la caravane fera escale devant la Cour européenne des droits de l'homme. Maison, ce bâtiment qui est le palais des droits de l'homme. Le palais des droits de l'homme, je dirais, pour être un peu plus cru, le palais des droits de l'homme blanc. Parce que les droits de l'homme sont universels. Les droits de l'homme ont toujours été universels parce que l'homme est unique, qu'il soit en Europe ou qu'il soit en Afrique, en Asie, l'homme est homme. Et je sais que même si on est blanc, on est noir, le liquide qui coule dans nos veines, qu'on appelle le sang, il a la même couleur que le liquide qui coule dans les veines d'un homme noir. Qu'on soit noir, jaune ou rouge, nous avons tous les mêmes droits, le droit de vivre. En Côte d'Ivoire, les droits de l'homme sont bafoués. En Côte d'Ivoire, les droits de l'homme sont emprisonnés. C'est ça qui est la vérité. Et je suis là avec les camarades cet après-midi pour interpeller le palais. Un tram qui arrive pour. Le palais des droits de l'homme. Regardez un tram qui arrive. Le palais des droits de l'homme et tous ceux qui y travaillent. Il y a des hommes de l'autre côté de l'océan Atlantique qui n'ont pas de droits. Ils sont emprisonnés. Ils sont maltraités. Ils sont violés, égorgés. Le dictateur que l'Union européenne a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, le dictateur Dramane Ouattara, que le Conseil de l'Europe a imposé à la Côte d'Ivoire, le génocidaire Ouattara Dramane, que le Parlement européen a imposé à la Côte d'Ivoire, ce génocidaire continue de tuer des vies humaines. Le clou de l'étape de Strasbourg
fut le Parlement européen. Là encore, la banderole de la liberté sera déployée. Une deuxième banderole viendra en soutien à cause du trop plein de signatures sur la première. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait pourquoi? Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Toujours servi, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Bonsoir. Mais quoi Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste vieilli. Le Parlement européen a été très léger dans la gestion de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage pour l'Europe. Pendant que l'Europe se réunit, pendant que l'Europe se met ensemble pour essayer de sauver ce continent, ils mettent en place en même temps des stratégies de déstabilisation du continent africain. Ah, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. La déstabilisation de C'est la vraie vérité, ça. Pour pouvoir régner, diviser pour régner. Nous sommes devant le Parlement européen et c'est dans ce bâtiment, ce vieux bâtiment, que les décisions les plus macabres et les plus nulles se prennent quand il s'agit de l'Afrique. Macabre, c'est la vérité. Soi-disant droit de l'homme, on bafoue tout ici. On vit dans une ville de droit de l'homme. Nous voulons cet après-midi, au nom de la démocratie, au nom de la justice et au nom des libertés publiques, nous voulons dénoncer un certain nombre de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Je voudrais informer le Parlement européen que ce que la France ne leur a pas encore dit, c'est que le maximum des ressources qui permettent que l'économie française tienne, voilà, ça vient de là-bas. et ces ressources viennent bien de la Côte d'Ivoire C'est ça qui est la vérité. et de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes devenus aujourd'hui victimes de notre richesse. C'est ça qui est la vérité. C'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Amen. Gloire à Dieu. C'est un don naturel. Alors, si vous avez besoin de nos ressources et de nos richesses, les lois internationales disent qu'il faut que nous mettions en place des partenariats gagnant-gagnant. C'est ça qui est la vérité. Si vous avez l'argent, nous on a le café, le cacao, C'est ça qui est la vérité. on nous l'achète au prix international. Et c'est à nous de fixer nos prix. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Des élections organisées par le Parlement européen. Des élections organisées par l'ONU et par ces grandes institutions européennes. Oh, ils ont fermé les yeux sur la rébellion qui existait déjà en Côte d'Ivoire. Ils ont d'ailleurs armé.
Et l'Union européenne a participé à l'armement des rebelles en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le travail de l'Union européenne de reconnaître les rébellions, de les légitimer, de les armer. Les élections ayant eu lieu en Côte d'Ivoire, Armer la rébellion. l'Union européenne, donc le Parlement européen, a choisi en Côte d'Ivoire, pendant qu'ils avaient le choix de récolter les voix, ils ont choisi de faire la guerre. Utiliser la calache. Oh, ils nous ramènent encore au Moyen-Âge. Oh oui, 20 ans en arrière. Un pays développé qui va 50 ans en arrière. Voilà. Qui devient un pays pauvre. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi, parce que le Parlement européen a soutenu la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous voulons dénoncer ces choses. Est-ce que vous partez? Nous allons dans le bâtiment du Parlement européen, comme prévu, pour remettre la motion au président du Parlement européen, afin de l'interpeller sur la situation en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons fait depuis le début. Donc les autorités des villes où nous allons, nous remettons cette motion. Sauf que ici, nous avons choisi de faire 3 grandes étapes. Donc le Conseil européen, le Palais européen des droits de l'homme et le Parlement européen. Voilà. Mais à l'entrée, une chaude discussion s'engage entre l'équipe de la caravane et le service de sécurité. Nous ne sommes pas autorisés à filmer la scène, mais au nom de la liberté d'expression et du droit au savoir, nous filmerons la scène en caméra cachée. Comme je vous dis que tous les tours que je fais, toutes les autorités que j'ai rencontrées, je les ai filmées. Parce que j'ai un rapport à donner à l'ONU. J'ai un rapport à remettre à l'ONU. Je n'amène pas des documents, ce n'est pas ma parole que j'amène à l'ONU, c'est des images que j'amène à l'ONU. Voilà, c'est tout. Moi, je ne prendrai pas votre image pour aller faire quoi que ce soit. C'est sur une télévision. Eh ben voilà. Donc c'est à vous qu'ils ont dit réceptionnez-les. Donc on reste dans le circuit. Réceptionner l'enveloppe. Il n'a pas été question. L'enveloppe, moi, l'image de la réception, j'ai besoin de ça. Par contre, ce qu'on peut faire, pour rendre compte. Moi, il est hors de question que je sois filmé, soyons clairs. D'accord? Ça, c'est mon chose. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je vous signe un papier, disant je suis signé Luc Jeunesse, certifié par la présente, avoir perçu le document tel jour, tel heure. Oui. Voilà. Il faut ma signature. Monsieur n'a pas pu signer un papier pour. Attends, on n'est pas en train de s'amuser là. Je ne parle pas de s'amuser. Je vous dis que moi j'ai un rapport. J'ai un rapport à déposer à l'ONU. J'ai un rapport à déposer à l'ONU. Et ce rapport, ils ont besoin des images de ce qu'on fait. Parce que la situation qu'on vit là en Côte d'Ivoire, c'est pas drôle. C'est pas une petite affaire. Hein. Mais je sais. Voilà. Donc toute la communauté internationale est impliquée dans cette situation. Si on vous a appelé, c'est qu'ils sont au courant. J'ai vécu 1 an et demi à Dabou, je veux dire, je connais. Ah, vous connaissez bien. Ah bon. Donc voilà, soyons clairs. Ça va maintenant? Ça va Dabou. Finalement, tout rentrera dans l'ordre et Abel Naki sera admis au sein de l'institution pour y déposer la motion de soutien pour la libération du président Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, sur la table de Martin Schulz, le président du Parlement européen basé à Strasbourg en France. Mais avant, Abel Naki et son équipe s'étaient rendus chez le doyen Amadou Traoré, l'un des fondateurs du Front populaire ivoirien et ami du président Laurent Gbagbo. Fatigués, ils sont restés. Ils sont fatigués. Abel Naki est tout ému. Je suis très ému. C'est comme si je venais voir le président Gbagbo Laurent. Parce que on a appris, c'est la première fois que lui et moi on se voit. On a appris qu'à Strasbourg, il y a un vieil ami du président Laurent Gbagbo. C'est lui-même qui a guidé, je ne dirais pas les pas du président Laurent Gbagbo, mais qui était impliqué en tout cas dans tout ce que le président a pu faire ici en France. Et c'est le doyen Amadou. Nous sommes venus le voir. C'est vrai qu'il est tard, mais comme je le disais tout à l'heure,
quand tu arrives dans un village, il faut aller voir les anciens. Puis ils vont te dire, là mets ton pied, là ne mets pas ton pied. Il y a la doyenne Hélène Dan, que le président lui-même connaît très bien. Donc c'est elle-même qui vraiment pilote tout ça. C'est elle que j'ai appelée, sans la connaître, j'avais son numéro. Et je l'ai appelée, elle a vraiment tout mis en œuvre pour que nous soyons là. Donc nous sommes vraiment chez le doyen. Et puis bon ben voilà, il est là, le doyen Amadou. Le pilier du FPI. Justement, je suis en train de regarder le rapport de camp. Là. Voilà. Non mais c'est bien ce que vous faites comme travail, hein. C'est vraiment la fougue de la jeunesse. C'est vrai, c'est vrai. Il faut cette fougue parce que dans les années 69, on avait la même fougue que vous. Quoi. Je vous envie un peu. Ça vous rappelle un peu les vieux moments. Tout à fait. Oui. Mais c'est vraiment, moi je vous encourage vraiment dans ce combat-là, hein, qui est un combat noble. Noble d'ailleurs, demain vous allez voir, quand on va rencontrer le président du Parlement européen, vous allez voir qu'on fait un travail efficace ici en Alsace. Un travail efficace en Alsace. D'ailleurs la preuve c'est que nous avons reçu au Rana il y a 2 semaines. Au Rana, oui, au Rana. D'accord. Puis là, il y a pas mal de choses. Maintenant, c'est la caravane de la liberté. Le doyen a bien reçu le flyer. Voilà. Ouais, ça vous rappelle un peu les premiers passages du président Laurent Gbagbo à Strasbourg? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que le Front populaire ivoirien a été créé ici à Strasbourg. Non, c'est pas vrai. Ah oui, ça a été créé ici à Strasbourg, dans la chambre de mon ami et ami Assoadou, oui, qui est actuellement en exil au Ghana. Je suis souvent en contact avec lui. Vous étiez 4 au départ. On était 4. C'était qui? Il y avait le président Laurent Gbagbo, qu'on voit d'ailleurs ici. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il y avait Zaourou Bernard, Assoadou et puis moi-même, quoi. On était 4. Très bien, Amadou. Voilà. Donc, comment est-ce que vous êtes connu d'abord? On va revenir un peu à l'historique, ça nous... Ah oui, tout à fait. Comment est-ce que vous êtes connu Assoadou, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo? Voilà, ça c'est une très belle histoire parce qu'en fait à l'époque, quand Laurent était de passage à Strasbourg, il a... C'est le temps de son exil en 83, 84, là, c'est ça? Non, c'était... Bien avant, je crois. Non, c'était en 89. 89? Non, excusez-moi, c'était en 69. En 69 déjà? Bien 69. Bien avant qu'il ait... Ah ouais, en 69, là on s'est rencontrés, et puis c'est là qu'on a vraiment eu les prémices du Front populaire ivoirien. Puis nous nous sommes retrouvés dans la chambre d'étudiants d'Assoadou. Et là nous avons commencé vraiment à faire le serment de Strasbourg. Vous étiez étudiant à l'époque? On était étudiants à l'époque. Et déjà, vous mûrissez l'idée déjà de créer un mouvement, pas étudiantin, mais carrément politique? Tout à fait. Donc à partir de là, nous avions déjà eu les premières prémices, les premières idées de mettre en place ce mouvement-là, qui était vraiment un mouvement qui était, comme je disais tout à l'heure, nous étions jeunes, parce qu'à l'époque, au fouet pour nous éliminer à n'importe quel bout de... Ah ouais, on était vraiment sursis de vie, on nous les liquidait dans n'importe quel coin de rue. Il avait ce qu'on appelait nous la Gestapo à l'époque. Et puis, qui était vraiment quelque chose de très rude. Bon, nous avons surmonté tout ça, Dieu merci. En 69, le président Laurent Gbagbo il ne vivait pas en France à l'époque. Il ne vivait pas en France, mais il était de passage, à Strasbourg. Et là où vous connaissez, vous rencontrez? On se rencontre, on fait nos réunions, on fait nos réunions la nuit, comme d'habitude. Et puis voilà quoi, comme on a réussi à mettre le Front populaire ivoirien. Quelle idée? Qui a manipulé? Qui a convaincu? Très souvent on a un doute, on dit maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est le Gbagbo qui vient de l'Afrique ou bien c'est les doyens qui vivent en France depuis longtemps? Ah oui, ça c'est une très bonne question parce qu'à l'époque en fait il y avait Zadi Zaourou Bernard qui était vraiment le plus âgé de nous tous. Qui avait déjà
l'expérience du syndicalisme. Ouais, ben, l'expérience du syndicalisme, nous l'avions tous en fait. Nous l'avions tous. Mais disons que Zadi Zaourou Bernard était beaucoup plus dans le marxisme, plus dans le maoïsme. Dans le maoïsme, et à son âme, Zadi Zaourou. Ah oui, c'est un grand homme que la Côte d'Ivoire a perdu, hein, mon Dieu. Puis il y avait Laurent qui était vraiment le jeune qui arrivait, le fin, le fougueux. Le charismatique peut-être. Ouais, il avait déjà toutes ces caractéristiques hein, qu'il a aujourd'hui. Hein. Il était vraiment en avance sur son époque. Et puis moi j'étais un tout petit, j'étais le plus jeune du mouvement. Il y avait Aswado qui me suivait en âge. Voilà, donc on a mis en place cette affaire-là. Et puis un jour j'ai rencontré le président, il m'a dit mais le puissant. Cette affaire a été mise en place quand? Ça passe pas 69, ça passe 70. Non mais déjà les bases étaient là. Oui, en fait. les idées, les serres. Et c'est quand Oufoué en fait avait donné 48 heures à la femme à Laurent de venir de dégager de la Côte d'Ivoire parce qu'il était enseignant d'histoire au lycée. Bon, Aswadou et moi nous avions accueilli le jeune Michel à l'époque à Strasbourg parce que la dame elle a débarqué ici avec du moins 25 alors du moins 25. Donc Aswadou, la mère à Michel. La mère à Michel. Jacqueline Chamois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui vit à Lyon en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc elle avait débarqué ici avec le jeune Michel. Et puis Aswadou a débarqué chez moi, il m'a dit écoute le puissant, Madame Koudou Laurent est là. Vous appelez le puissant? Ah oui. C'était votre petit nom là? Ah oui, c'était mon nom de guerre. C'était déjà mon nom de guerre. Voilà, donc on a été accueilli la dame et puis bon, on a trouvé une petite chambre de bonne à l'avenue de gauche. Nous l'avons hébergé là-bas. Et puis voilà. Donc moi j'étais chercher le chauffage électrique chez moi pour venir mettre dans la chambre du petit. Voilà, donc les prémices un peu de ce mouvement-là. Mais j'étais fougueux là, comme... Ah ouais, comme avec la caravane. Ouais, j'étais fougueux. J'étais comme à Belnaki. Ah ouais. Très fougueux. Ça part du lycée. Comment ça naît le leader? Comment ça naît? Vous qui avez à l'époque. Je pense que c'est inné en fait. Ouais. Je pense que c'est inné. Soit on l'a dans le sang, soit on l'a pas. C'est pour ça que je suis toujours à l'admiration de Babel Naki. En train de se battre. Non mais c'est bien. Continue. Merci. Tu as aussi un message à donner à Souadou? Oui, j'ai un message très important. Tout à l'heure, a cité Zadi Zaourou, le président Laurent Gbagbo, Aswadou lui-même, le doyen Amadou Traoré. Oui. Alors le message, je le fais peut-être publiquement dans est-ce que ces doyens-là, tu les connaissais avant? Non, aucun doyen que je connais, même le président, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Le doyen Amadou, je ne le connais pas, je viens juste de nom. De nom, je savais qu'il y avait le doyen Amadou ici à Strasbourg, mais on ne s'était jamais vu. Même la doyenne Hélène, je ne l'avais jamais vue, ni le doyen Zadi Zaourou, le doyen Aswadou, le ministre Aswadou, je ne l'avais jamais vu, on s'est vu. Au Ghana, tout récemment, comme j'étais pas là-bas. Au Ghana, et c'est justement l'objet de mon petit message pour vraiment demander pardon au doyen, parce que quand nous sommes allés au Ghana, il était prévu de ne pas diffuser certaines images du doyen parce qu'il était en exil. Il s'est trouvé que celui qui a écrit l'article avait à sa disposition plusieurs photos. Et bon, on n'a pas eu le temps de choisir les photos pour faire l'article de notre passage au Ghana. Et il s'est trouvé que c'est l'article où il y avait la photo de groupe avec le ministre qui est paru sur Internet. Et ça l'a vraiment choqué. Et donc, je voudrais vraiment... Il y a un courrier qui va partir des mains de quelqu'un de bien indiqué. Mais avant ça, je voudrais vraiment lui présenter mes excuses et lui demander pardon. Parce que ce n'était pas dans mon intention de mettre sa vie en danger et la vie de quiconque en danger. Ce n'était pas aussi mon intention de faire du... Comment on dit ça
de faire du malin. Vous dites que j'ai vu le ministre, donc je mets la photo pour... Non, 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 ce n'est pas ça. Le ministre lui-même peut voir l'évolution depuis le Ghana. Aujourd'hui, on est dans la caravane de la liberté. Il peut voir que c'est une conviction que nous avons, que j'ai eue. Moi, je voulais vraiment m'intéresser au doyen Amadou qui m'intéresse très bien. Selon vous, est-ce que dans ce genre de lutte-là, est-ce qu'il y a des gens qu'il faut protéger ou bien on a une conviction, on fonce au risque et péril de sa vie? Oui, en fait, c'est une lutte qui est très prenante parce que... Mais ça demande celui qu'on a en face de soi. Vous, à votre époque, c'était Houphouët-Boigny, maintenant c'est Alassane Ouattara. Oui. Est-ce que les méthodes ont changé? Est-ce que vous pensez que bon, la vie d'Abel Naki est aussi en danger? Aucune lutte ne se ressemble en fait. Il faut chaque fois s'adapter. S'adapter au combat, s'adapter à la lutte. Aucune lutte n'est semblable. Maintenant, Ouattara, c'est une autre... Une fabrication encore. C'est notre bête, mais qu'on arrivera à combattre quand même. Parce que, bon, Houphouët, lui, il était beaucoup plus fine, plus fin. Et puis, bon, à l'époque, c'était pas... il y avait, pour nous liquider à n'importe quel point de rue, mais c'était pas aussi barbare comme maintenant, en fait. Parce qu'actuellement, on est envahi, on est un pays occupé, en fait. On est un pays occupé par le Burkina Faso. Ça, il faut le reconnaître. Parce que... à l'époque, en 1939-1945, la France même, elle était occupée par l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, nous sommes occupés par le Burkina Faso. Bon, alors, donc c'est comme les patriotes français se sont battus à l'époque pour libérer leur pays. Nous serons obligés d'utiliser les mêmes méthodes pour nous en sortir, si vraiment on veut s'en sortir. Et Dieu seul sait qu'on va s'en sortir, parce que l'Ivoirien est quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre. Nous allons nous en sortir. Et puis voilà, donc les luttes ne sont pas du tout pareilles. Chaque lutte, il faut s'adapter à chaque lutte en fait. On nous impose la communauté internationale, on nous impose le machin, ben, on s'adaptera. Vous connaissez le ministre Assoadou? Assoadou, le rassure aussi lui aussi. Assoadou, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, il n'est pas du tout compliqué, il suffit d'expliquer les choses, il comprend. Parce que moi je l'ai eu au téléphone, même hier, je l'ai eu au téléphone, on en a beaucoup longuement discuté, j'ai dit ben voilà, la caravane va passer à Strasbourg, il a dit mais c'est une très bonne chose, mais continuez à lutter, Voilà, donc Assoadou, quelqu'un qui pardonne très facilement. Je pense que les erreurs de jeunesse, ça va être pardonné. Et là, je vais l'appeler et puis on va s'en exprimer. Comme par exemple, vous suivez la caravane de la liberté depuis combien de temps? Oh là. La caravane de la liberté, vous voyez, là, je suis l'étape de camp là, actuellement. Là, on a Toulouse, là. L'étape de Toulouse. Bon, j'ai suivi l'étape de Caen, j'ai suivi l'étape de Bordeaux. De Lille aussi. De Lille, donc franchement, c'est quelque chose de merveilleux. Et on fait vraiment un bon boulot. J'ai vu tout à l'heure le serment de Strasbourg. C'était quoi ce secret-là? Ah, le serment de Strasbourg, mon Dieu. Et qui émane des 4 fondateurs du FPI. Tout à fait. On est déjà en 69. En 69 déjà, oui. En 69. Oui, ça remonte à plus de 40 ans. Le serment de Strasbourg, c'était que quoi qu'il arrive, que ce soit qu'on soit tous liquidés, qu'il ne reste qu'un seul, c'est le dernier qui mène le message jusqu'à son terme. Qui mène le combat jusqu'à son terme. Quel que soit, qu'il reste qu'un seul, c'est ça le serment de Strasbourg. Nous nous sommes promis cela. Et bon, malheureusement, le doyen Zaou Zabi est parti. Mais nous trois qui sommes là, qui restons, nous menons le combat jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Merci beaucoup, bien. Ouais. Ah bon? Oui, à la libération du PR. Ah oui, à la libération. Voilà. À la libération, bon, sortez. Hein? À la victoire. Mais, Dwayne, une dernière question, je suis encore très fier de questions. Non, parce qu'on a appris que le président Laurent Gbagbo suit beaucoup Ivernews TV, en tout cas, il suit tout ce qu'on fait via Internet. Vous qui êtes son vieil compagnon, est-ce que vous avez un message pour Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, s'il vous plaît? Mais, comme a dit mon ami Assoadou, il faut que le président tienne. On est là, on se bat, qu'il tienne le coup, qu'il tienne. Parce que
lui, s'il lui faiblit, alors là c'est foutu. Il ne faut pas qu'il foutu. Parce que toute l'Afrique attend après lui en fait. Toute l'Afrique. Parce que partout où je suis passé, partout où on mène le combat, il y a des Camerounais, des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens, de toute l'Afrique en fait. Toute l'Afrique attend ce combat-là. C'est pour ça que je dis que vous qui êtes jeunes, vous le pouvez là, vous avez vraiment un travail à faire. Comme ça, hein. Ce travail à faire là, c'est l'aboutissement final. Parce qu'on ne peut pas laisser notre pays dans les mots de moi aussi envahi. On ne peut pas laisser le pays occupé militairement par le Burkina Faso. Parce que là, il faut se battre pour arracher des griffes de tous ces gens-là. Donc le message que je peux passer à mon ami Koudou Laurent, qu'ils tiennent. Et d'ailleurs le même message que nous passe aussi à Souadou, qu'ils tiennent. Chaque fois que j'ai à Souadou au téléphone, il me dit, il rencontre le président qui dit qu'ils tiennent, on se bat. Et la jeunesse avec. La jeunesse avec. Je tiens beaucoup à cette jeunesse-là. Je tiens beaucoup. Parce que la lutte ne peut pas aboutir sans cette jeunesse-là. Parce que nous avons commencé quelque chose. C'est là à vous de prendre le relais et d'aller à l'aboutissement final. Prochaine étape, Nantes. La ville du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. C'est pour ce samedi 21 juillet 2012 où la caravane de la liberté, avec le soutien du Front populaire ivoirien de Brigitte Kuyot et de nombreux mouvements de résistance ivoiriens, tiendront un meeting suivi d'une soirée festive.